là, c'est pas grave. Écoutez, merci à tous donc d'être là ce matin pour une nouvelle édition des webinaires de la série Gmelec Live. Donc voilà, pour une fois, ce Gmelec est ouvert à la fois aux adhérents du Gmelec et puis je dirais à l'extérieur. Et donc on a le plaisir de recevoir un certain nombre d'invités du réseau de Nicolas Chantreuil qui nous donne le plaisir ce matin d'être le speaker sur ce webinaire. Donc les webinaires du Gmelec, ce sont des focus régulièrement sur des points d'intérêt du monde de l'électrification et de l'automatisme sur des domaines extrêmement variés. Et donc la semaine dernière, nous étions avec Enedis, avec un focus très commercial sur les critères de responsabilité sociétale et environnementale. Et aujourd'hui, on va s'orienter sur un sujet assez différent, beaucoup plus technique, beaucoup plus éloigné je dirais du business quotidien, mais c'est le business peut-être de demain. Nicolas nous dira ça. Donc Nicolas Chantreuil est expert et chef de projet au CEA Tech. Et ce webinaire s'intitule Analyse du CEA sur l'évolution électrique du bâtiment autour des nouveaux usages en DC. Et effectivement, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde dans la communauté du Gmelec et la communauté élargie du monde de l'électrification, étant donné l'évolution progressive des usages en DC. Et donc, c'est un sujet sur lequel on assure une veille, je dirais, continue et à laquelle nous permet on va pouvoir faire un point spécifique aujourd'hui sur, je dirais, le bâtiment en particulier, sachant que le DC se développe aussi à d'autres endroits dans le réseau avec des applications qui sont déjà démontrées, notamment dans tout ce qui est HVDC pour le raccordement des fermes éoliennes. Là, on est dans un domaine un peu plus amont, qui est encore en phase de R&D, avec des enjeux techniques qui sont encore en partie à résoudre. Et c'est pour faire le point sur finalement l'état des lieux, où est-ce qu'on en est, quelles sont les choses qu'il faut continuer à travailler, quels sont les enjeux techniques et comment les travailler, que l'on a le plaisir donc de donner la parole à Nicolas. Nicolas, si tu le souhaites, je te passe la main et tu peux brancher ta caméra pour nous dire bonjour. Et je te laisse la Bonjour à tous, merci. présentation. Très bien, merci. Vous m'entendez bien, oui? C'est parfait. Très bien. Alors, je vais partager. Voilà. Rodolphe, c'est bon, vous voyez bien? Alors attends, pour l'instant, je vois ton PowerPoint. Il faudra que s'assurer que on voit le PowerPoint, mais on ne le voit pas en mode en mode présentation. mode présentation. Alors, attends, je vais reprendre le partage. Tac. 2 écrans. Hop, non, j'avais un seul écran, mais j'ai fait je vais réessayer comme ça. Et comme ça? C'est parfait. Très bien, ok. Eh bien, bonjour à tous. Je me présente, donc Nicolas Chantreuil. Je travaille au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Dans le domaine du photovoltaïque, en termes d'application, je travaille à l'INES, à côté de Chambéry. Mon domaine d'expertise, c'est tout ce qui est réseau électrique, courant continu, notamment à travers le photovoltaïque pendant plusieurs années. J'ai beaucoup travaillé sur les arcs électriques aussi, la protection des systèmes courant continu. Et puis là, je vais vous parler aussi de tout ça, de l'évolution de ces réseaux-là et de nos travaux de recherche sur ces sujets-là. Et puis par ailleurs, j'ai une autre casquette puisque je suis aussi officier de sapeur-pompier volontaire. Et je travaille aussi sur tout ce qui est prévention des risques liés aux énergies nouvelles dans les applications bâtiments ou autres pour les services de secours.
Donc, je vais prendre quelques instants là, vous présenter un petit peu le contexte au début. Donc, qu'est-ce qui nous a mené à ces réflexions et à ces travaux de recherche. On parlera aussi des niveaux de maturité de ces travaux-là. Ensuite, on va parler de l'optimisation des réseaux de distribution dans les bâtiments. Donc ça, c'est le cœur de nos travaux actuels sur les réseaux. Nous, on est une équipe pluridisciplinaire qui travaille sur la thématique du bâtiment. Donc, il y a des personnes qui sont spécialisées dans les réseaux électriques, d'autres personnes qui sont plus sur l'enveloppe du bâtiment, sur les systèmes thermiques aussi, et puis sur la simulation système. Et puis, on dispose de plateformes assez importantes d'essais de caractérisation en environnement réel. Ensuite, on a le sujet des EMS, puisque finalement, on va avoir aussi dans ces nouveaux réseaux pas mal de choses à gérer au niveau des échanges d'énergie, suivant les besoins de l'utilisateur. Donc, on travaille aussi sur ces sujets-là. On va travailler aussi derrière sur une autre problématique qui est liée à l'usage de convertisseurs statiques dans les réseaux, et en particulier dans les réseaux à courant continu, qui est la gestion des défauts, puisque en fait on voit très vite que les défauts vont être assez différents de ce qu'on connaît dans les réseaux actuels. Donc là, je parle vraiment de réseaux basse tension hein, dans les bâtiments en termes d'applicatifs. Donc là, on a des travaux de recherche qui démarrent là actuellement sur ce sujet-là. Je vais vous présenter les plateformes d'essai qui vont être dédiées à ces activités, et puis on conclura ensuite, et puis on pourra échanger ensemble sur vos questions, auxquelles j'essaierai d'apporter les réponses. Donc le contexte, donc depuis maintenant plusieurs années, on connaît quand même une évolution assez importante des usages de l'énergie dans les bâtiments, que ça soit par le fait que les bâtiments deviennent aujourd'hui producteurs d'énergie, consommateurs de leur propre énergie, notamment à travers l'autoconsommation. Donc on le voit principalement par la fourniture d'énergie photovoltaïque, principalement, puisque c'est vraiment quelque chose qui est très répandu, qui aujourd'hui est très intéressant financièrement aussi. On le voit de plus en plus arriver aussi du stockage d'énergie, donc que ce soit sous forme électrochimique, mais peut-être demain aussi sous forme d'hydrogène, avec le lien avec les nouveaux usages de la mobilité, que ce soit des vélos électriques, des trottinettes électriques, des voitures électriques. Et puis, on a aussi l'usage du véhicule qui va aussi devenir peut-être... Je rappelle à tous de bien vouloir couper son micro en entrant dans cette conférence. Merci beaucoup. Et juste maintenant, c'est Nicolas Chaintreuil qui est en muet. Ce serait dommage qu'on n'entende pas lui. Vous êtes en muet, Nicolas. Je pense que vous avez été mis en muet pour pouvoir mettre tout le monde en muet. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Hop. Alors, je ne sais pas où j'ai été coupé. Du coup, je parlais des usages, donc j'ai parlé du véhicule électrique. Vous étiez aux trottinettes électriques. D'accord, ok. Donc, j'étais je suis passé sur le véhicule électrique ensuite, qui devient un usage assez répandu maintenant de la mobilité, notamment dans les habitations de type maison individuelle, et puis qui va évoluer certainement vers aussi de la bidirectionnalité et donc des services au bâtiment. Ça, on voit apparaître de plus en plus d'expérimentations aujourd'hui, mais aussi de produits qui vont nous permettre de gérer ces échanges d'énergie. Et puis, on a aussi les équipements de la maison, qui sont des équipements aujourd'hui de plus en plus avec de l'électronique embarquée, qui, elle, travaille en courant continu, que ce soit au niveau de l'éclairage, que ce soit au niveau des équipements type informatique, mais aussi les équipements en fait, qui font aussi, par exemple, l'électroménager, les machines à laver, qui ont de plus en plus des convertisseurs de contrôle moteur et qui peuvent avoir la capacité de fonctionner en courant continu assez simplement. Il y a d'autres éléments aussi qui font qu'on sent une évolution assez intéressante dans ce domaine-là, c'est qu'on a l'arrivée sur le marché là, depuis quelques années de nouveaux composants d'électronique de puissance. Donc je vais en citer deux, hein, qui sont carbure de silicium et nitrure de gallium, qui travaillent tous les deux dans des gammes de puissance différentes, hein, qui ne sont pas forcément concurrents.
et qui permettent d'envisager aujourd'hui de diviser par 10 finalement le volume d'un convertisseur pour une puissance donnée. Typiquement, sur du silicium classique, on arrivait à atteindre les 1 kW par litre en termes de puissance. Et sur du carbure de silicium, aujourd'hui, alors avec une bonne optimisation, hein, on est sur des valeurs qui sont quand même élevées, on est autour de 10 kW par litre. Donc, ça permet d'envisager, d'intégrer des fonctions de conversion dans des endroits qu'on n'imaginait pas au départ. Et avec, en fait, on se rend compte finalement des densités de puissance volumique qui peuvent être compatibles avec des équipements classiques, typiquement des prises, des disjoncteurs, en tout cas des équipements de tableau, et qui permettent d'envisager des fonctions nouvelles, en fait, que ce soit dans la protection électrique, dans la gestion d'énergie ou dans la conversion. Nicolas, excuse-moi, il faudrait que tu puisses masquer un bandeau qui est en bas de page et qui empêche la lecture du texte. C'est ça, voilà, je n'avais pas vu que voilà, pardon. Oui, c'est parfait, merci. Voilà. Donc on voit qu'en fait, on a différents usages qui intègrent le bâtiment, et somme toute, c'est assez récent, hein, ça a quelques années, puisque je sais que le DC, on en parle depuis des dizaines d'années pour le coup, hein, de l'intégration du courant continu dans les bâtiments. On l'a beaucoup évoqué aussi dans le cas des data centers. Mais là, en fait, on voit qu'il y a quand même une évolution assez massive et qui est finalement qui se répand assez vite dans l'habitat individuel, notamment. Et du coup, avec en plus les nouvelles réglementations, je pense aux décrets tertiaires par exemple, on va être de plus en plus contraint d'avoir des équipements de production d'énergie d'origine renouvelable, et notamment du photovoltaïque. Et quand on voit aussi le contexte géopolitique et les contextes des prix de l'énergie aujourd'hui, on sent très bien en fait que la production d'énergie au niveau local pour les bâtiments va devenir quelque chose d'important, puisque c'est quelque chose qui va permettre de maîtriser les coûts de l'énergie. Et donc, assez vite, on va aussi enchaîner vers du stockage d'énergie, puisque plus le coût finalement de l'énergie sur le réseau est élevé, plus le stockage devient rentable dans un scénario d'autoconsommation. Donc tout ça, en fait, ça nous pose question, et ça nous fait remettre en question un petit peu l'usage du réseau dans le bâtiment, du réseau de distribution classique, des schémas de protection, des schémas de liaison à la terre, de la gestion des défauts, et de comment on va gérer cette énergie, puisqu'on va avoir de plus en plus d'équipements électroniques et d'électronique de puissance certainement, qui va nous permettre de pouvoir gérer différemment l'énergie que ce qu'on fait aujourd'hui, qui est plutôt assez passif. Donc l'idée là pour nous, ça a été, donc ça ce sont des réflexions qu'on a commencé à mener il y a à peu près 3 ans. Ça a été en fait de travailler sur déjà une réflexion sur comment vont évoluer les réseaux, quelles sont en fait les contraintes qu'on a. Donc aujourd'hui, on a effectivement les normes, hein, mais on a décidé, hein, là on est sur un travail de recherche avec un TRL relativement bas, hein, je dirais qu'on est en dessous de 4. C'est un travail de doctorat. Et donc en fait, on s'est dit, il faut qu'on revoie les critères aussi d'optimisation des réseaux, puisque on a forcément un critère technico-économique, hein, qui entre en jeu comme toujours, mais aussi on va avoir les critères d'efficacité, puisque on va regarder aussi le fait de mettre en cascade des convertisseurs, ce que ça impacte aujourd'hui sur l'efficacité du réseau, sa sobriété. On regarde beaucoup aussi dans cette analyse le bilan carbone de l'installation, puisqu'on sait qu'aujourd'hui dans la RE 2020 sur les matériaux de construction, on fait ce bilan carbone-là, et l'installation électrique aujourd'hui, elle n'est pas neutre, hein, aussi sur ces critères-là. On regarde aussi de plus en plus, et là c'est quelque chose qui est aussi lié au contexte géopolitique et puis à la prise de conscience aussi je dirais, plus du public en général, de l'impact de notre consommation sur les matériaux et les matières premières, l'extraction de matières premières. Donc là, on va regarder ça aussi d'un point de vue optimisation. Quels sont aujourd'hui les impacts de telle ou telle architecture sur les matériaux utilisés. On va classer aussi les matériaux techniques. Et puis la résilience de l'installation qui finalement va permettre, dans un contexte où on le voit par exemple déjà, on évoque beaucoup cet hiver-là, lié finalement au contexte de production d'énergie en France, à l'indisponibilité d'une partie du parc nucléaire. On voit aussi qu'on a un réseau qui est peut-être de moins en moins sûr, et donc comment faire en sorte que le réseau du bâtiment puisse pallier un petit peu les difficultés d'approvisionnement d'énergie qu'on peut avoir à partir du réseau national.
Et puis ce réseau dans le bâtiment lui-même, par rapport à un défaut ou par rapport à certains types d'applications bâtimentaires, comment il peut être résilient en étant efficient. Voilà. Donc ça, c'est un travail de thèse qui démarre. Donc ces critères-là, on les a définis pour des applications maison individuelle ou bâtiment tertiaire. C'est un travail qui est cofinancé par l'ADEME avec le G2E Lab en direction de thèse. C'est Delphine Rioux qui encadre cette thèse. Et du coup, c'est Colette Garon, la doctorante, qui travaille sur ce sujet. Elle vient de finir sa première année. Et donc, on a développé en fait une approche qui va permettre finalement d'aller jusqu'à une validation expérimentale. Donc, pour ça, on va avoir besoin de développer des modèles donc, de chaque équipement du réseau. Bien sûr en prenant des hypothèses, hein, parce qu'on a aujourd'hui, par exemple, sur les convertisseurs statiques, on n'a pas forcément aujourd'hui des convertisseurs statiques qui sont développés spécifiquement pour une application de ce type-là, de distribution de basse tension. Donc on va travailler sur la conception des modèles de load flow. Donc le stockage aussi, on va travailler sur les modèles de stockage, de photovoltaïque, les charges électriques, le véhicule to home, parce que on va avoir aussi une gestion particulière de ces approches-là. Et puis les lignes, parce qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'au-delà des convertisseurs statiques, par exemple, sur le bilan de matière ou le bilan carbone, notamment sur le cuivre, les lignes vont avoir un impact non négligeable. Alors, pour cela, en fait, on va vraiment s'affranchir de ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de dimensionnement et de normes. L'idée, c'est de regarder si on peut travailler des dimensionnements différents qui peuvent être finalement plus sur des puissances moyennes que sur des puissances max, avec une tolérance dans un niveau de perte plus élevé quand on demande, par exemple, un pic de puissance plus important, tout en restant dans les normes de sécurité des câbles. Donc, on accepterait une chute de tension plus importante, mais en contrôlant l'échauffement. Ensuite, une fois que tout l'ensemble finalement des modèles sont disponibles pour faire les simulations, on va aller travailler sur les algorithmes d'optimisation. Donc là, en fait, on en est aujourd'hui à la modélisation load flow et on devrait basculer sur les algorithmes d'optimisation début d'année prochaine. Et du coup, ces algorithmes-là vont nous permettre finalement d'optimiser le réseau avec, en tenant compte de l'ensemble des critères qu'on a définis au départ, qu'on va pondérer aussi en fonction des applications. Et puis de nous proposer des architectures finalement qu'on pourra ensuite tester, alors principalement par simulation s'il y en a plusieurs, puisque de toute façon ça sera beaucoup plus efficient, et ensuite peut-être de basculer en validation expérimentale. Et cette optimisation-là, en fait, c'est vraiment une optimisation multicritère qui va orienter les choix de positionnement des convertisseurs, comment on va tirer les lignes, est-ce qu'on travaille comme on travaille aujourd'hui plutôt en architecture de distribution avec des terminaux et des départs pour chaque terminal, ou est-ce qu'on va essayer peut-être de remailler certaines lignes sur des applications un peu critiques ou sur des besoins un petit peu critiques dans le bâtiment. Tout ça, ça reste très ouvert aujourd'hui. Et puis donc une fois qu'on a défini les architectures les plus optimales, alors, dans l'optimisation, je n'ai pas dit, mais on a parlé beaucoup de réseaux quand on continue, mais il se peut qu'on ait aussi du mix DC-AC. Donc ça, on reste aussi ouvert à ça. Et du coup, de voir s'il y a des applications où en fait on doit rester en AC, parce que de toute façon, ça n'a pas d'intérêt selon les critères qu'on a définis, et donc de faire un réseau qui soit mixte. Je pense par exemple, sur un schéma assez simple, c'est de dire, par exemple, les départs éclairage, on peut distribuer en courant continu avec des niveaux de tension assez bas, parce qu'on a des consommations assez faibles. Et on voit très vite que le niveau de tension va devenir aussi un critère d'optimisation. On regarde la section des câbles en fonction des puissances consommées. Donc voilà. On évoquait aussi la possibilité de regarder, mais je ne sais pas si on aura le temps dans le travail de cette thèse, des rénovations en fait. Et de dire, on réutilise les lignes telles qu'elles sont déjà posées dans l'habitat, mais on rénove en fait l'installation à partir de son tableau et des organes de production d'énergie pour rendre en fait un bâtiment le plus efficient possible en touchant le moins possible à l'architecture électrique. Ça, c'est aussi un sujet qu'on souhaiterait regarder dans le but de garder en fait les matériaux qui sont déjà en place en fait dans le bâtiment. Donc ensuite, les simulations, on va intercomparer les architectures sur la base des simulations pour
deux applications citées, et puis en choisir une qui sera, alors selon nous, la plus intéressante à tester. Dans le cadre, nous, on pourra le tester sur une application de type maison individuelle sur nos plateformes, et de regarder, en fait, d'intercomparer, puisqu'en fait, dans notre maison, là, témoin qu'on va utiliser, on sera capable d'intercomparer deux architectures de distribution. Sur le plan des performances, des longueurs de câble, et puis du coup, tout le calcul aussi des bilans matière et du bilan carbone. Donc en fait, après, sur le courant alternatif versus le courant continu, on sait qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément la réponse. Hein. Je sais qu'on a beaucoup échangé avec certains de nos partenaires là-dessus, et il n'y a pas de réponse très claire. Nous, ce qu'on a pu voir dans la littérature aujourd'hui, c'est que les gains pour le DC, en général, selon les applications, sont de l'ordre de 4 à 5%. Donc ça, c'est ce qu'on a pu trouver dans la littérature. On a, nous, aujourd'hui, pas encore pu terminer suffisamment les avancées sur les modèles pour pouvoir donner une réponse sur ce sujet-là. Mais on pourra répondre avec les modèles qu'on est en train de développer à ces questions-là pour des applications simples. Et on envisage de pouvoir effectivement communiquer à travers notamment une publication à la prochaine conférence CIRED là, sur ce sujet-là, avec les premiers résultats des travaux de simulation. Donc là, l'idée, ce serait forcément de réduire le nombre de convertisseurs, puisqu'on va travailler à la fois sur les rendements, mais aussi sur les matériaux et le bilan carbone de l'installation. On voit qu'aujourd'hui, on a forcément des convertisseurs qui sont plutôt en cascade, avec un passage de DC à DC, je parle par exemple pour le photovoltaïque, ensuite de DC à AC. Alors ça, souvent, c'est fait dans un seul et même convertisseur. Ensuite, on a notre liaison en courant alternatif. Et puis les charges, souvent, on les rebascule en courant continu. Alors que ce soit pour un usage interne directement en courant continu, ça je pense aux charges électroniques notamment, mais aussi pour des applications de type contrôle commande moteur, où là, en fait, on va faire du AC-DC et du DC-AC, en fait. Donc, en fait, on a un étage de conversion en plus. Et si on regarde en fait côté courant continu, eh bien, si on a un bus courant continu, forcément, selon le niveau de tension qui va être choisi, on ne pourra pas descendre jusqu'à l'application terminale. Typiquement sur des alimentations pour des ordinateurs, où on a besoin de 12 volts, de 5 volts, de 3 volts, 3 volts 3, on ne va pas pouvoir alimenter un réseau en DC 400 volts avec un ordinateur avec un réseau DC 400 volts par exemple. Et pour des charges beaucoup plus puissantes qui sont typiquement des plaques induction, des fours, etc., ou des systèmes de chauffage, pareil, là, on est obligé certainement, hein, je ne veux pas présager des résultats des travaux, mais on va être obligé de travailler à des niveaux de tension un peu plus élevés. Ensuite, je vais passer sur l'EMS. Alors, pourquoi un EMS en fait? Quand on voit là un petit peu les architectures réseau qu'on envisage, on a forcément des convertisseurs qui vont être au niveau des systèmes de production et de stockage d'énergie. Et puis peut-être petit à petit, avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'intégration de l'électronique de puissance, des possibilités de gestion en fait des départs au niveau des disjoncteurs, voire au niveau des terminaux. Et donc, ça va impliquer finalement une complexité dans les échanges d'énergie qui font que si on ne gère pas, on va devenir finalement peut-être pas aussi efficient que ce qu'on pourrait espérer. On le voit déjà sur l'autoconsommation photovoltaïque, hein, on est obligé finalement, alors on peut le faire de manière très simple avec des horloges, hein, simplement en programmant les charges dans la journée, sans avoir de lien avec la production direct du photovoltaïque, mais dire, voilà, moi je décale toutes mes charges en milieu de journée, que ce soit le système de chauffage, le chauffe-eau et d'autres types de charges pour m'assurer qu'en fait, quand je vais avoir besoin de consommer, je vais consommer un maximum sur le milieu de la cloche de production du photovoltaïque. Ça, aujourd'hui, c'est assez simple, on le fait avec un décalage des charges dans le temps. On voit apparaître des systèmes assez simples aujourd'hui, par exemple, typiquement sur des chauffe-eau, qui ont des capacités de communiquer avec un onduleur photovoltaïque pour pouvoir être déclenché par l'onduleur. Mais en fait, on voit que ça reste encore assez balbutiant. Et petit à petit, sur des
applications type maison individuelle, on aura besoin, pour que ça soit plus transparent pour l'usager, de faire un pilotage plus précis en fait. Donc ça, c'est un vrai challenge parce qu'il faut à la fois que ce soit transparent pour l'usager, mais aussi il faut que ça soit efficient, quoi. Donc ça implique qu'il faut comprendre quels sont les usages, comment la personne utilise ses équipements, pour pas perturber aussi son rythme de fonctionnement quotidien, parce que si on vient lui demander trop de contraintes, en fait, le système ne sera pas accepté. Donc en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est travailler avec les architectures qui vont être définies dans le cadre du travail de thèse de Colette Garon, et de dire, dans ces architectures-là, comment on va pouvoir gérer les échanges d'énergie dans un premier temps pour qu'ils soient les plus efficients possibles selon les critères qui seraient définis dans certains types d'usages. Alors je pense par exemple, on peut évoquer le coût de l'énergie simplement, parce que ça semble être le critère aujourd'hui le plus évident. Pour certains publics, ça peut être aussi l'énergie la plus bas carbone possible. Donc ça, c'est pareil, ça peut être aussi un critère de choix de pilotage. Et donc, en fait, de travailler sur les logiques de pilotage selon ces critères-là. Ensuite, on va travailler sur l'évaluation des performances à travers la simulation. Donc, on va développer les algorithmes d'EMS. On développe à côté des modèles qui nous permettent de simuler finalement le comportement des algorithmes en fonction de l'usage, en fait, de profil d'usage dans un bâtiment. Et puis derrière, en fait, on fera les simulations. Et puis, ce qui serait intéressant qu'on puisse faire, c'est de voir aussi le lien avec l'usager et de voir l'impact que cette EMS pourrait avoir pour pouvoir justement le recorriger avec l'usage en fait et l'usager. Donc ça, c'est quelque chose qu'on envisage, mais à plus long terme. Donc en fait, ce qu'on peut dire aussi dans cette EMS, pour aller introduire après les notions de protection électrique, c'est qu'aujourd'hui, on avait quelque chose qui était relativement passif. On avait un réseau qui était distribué de manière câblée, avec ça sera toujours le cas, mais on pourra le piloter, avec des disjoncteurs aujourd'hui qui étaient passifs, en fait, qui détectaient le défaut, qui s'ouvraient et qui restaient comme ça. Alors on a vu aussi, bien sûr, un disjoncteur motorisé arriver sur le marché, des systèmes qui permettent aussi de remonter l'information d'état des disjoncteurs. On a des systèmes de comptage, mais aujourd'hui on n'a pas une action réelle finalement sur l'ensemble du système. Et donc ça, en fait, nous, ce qu'on voit, on a travaillé aussi sur les disjoncteurs statiques, puisque l'arrivée aussi des composants grand gap permet d'envisager des disjoncteurs statiques avec des efficacités très, très intéressantes, surtout sur les calibres qui nous intéressent dans la distribution bâtimentaire, et a fortiori dans l'habitat. Et ça, en fait, ça nous permet d'envisager des fonctions de protection qui seront un petit peu différentes, mais aussi des fonctions de pilotage ou de limitation de puissance au niveau des départs. Donc ça, c'est intéressant. Et pourquoi pas aussi avoir des départs qui puissent être modulables selon l'usage terminal, en fait, avec finalement un disjoncteur qui est peut-être un petit peu plus gros, mais qui pourrait permettre de faire en sortie de la conversion statique et de pouvoir délivrer des tensions variables, que ce soit en courant continu ou de basculer en courant alternatif en ondulant. Donc ça fait partie aussi de ce qu'on imagine pour certains types d'applications. Et donc après, on voit très vite que les possibilités de gestion, de pilotage deviennent vraiment intéressantes. Et donc tout ça impacte en fait le pilotage global de l'installation, avec différents niveaux finalement de pilotage, puisqu'on va avoir toujours le niveau 0 qui va être la détection et la coupure des défauts. Mais après, quand on voit, par exemple, on peut aussi envisager embarquer des logiciels de diagnostic des installations, de suivi de vieillissement, et puis du coup, on peut avoir des niveaux de détection ou d'alerte qui vont être un peu plus amont, avant que le défaut apparaisse. Et ça, en fait, on voit très bien que ça va nous permettre d'amener de l'intelligence et de dire, l'EMS, il va avoir de plus en plus d'informations à gérer pour optimiser la sécurité et la résilience du réseau. Et puis, au-delà, bien sûr, de l'efficacité énergétique qu'on a déjà évoquée.
Donc là, je vais parler maintenant des défauts dans les réseaux alimentés par les convertisseurs statiques. Donc là, bien sûr, ça fait écho au réseau courant continu, puisque quand on est alimenté en courant continu, on est forcément alimenté par les convertisseurs statiques dans les applications actuelles. Et du coup, en fait, on a une contrainte aujourd'hui qui est que quand on a un défaut sur un réseau de distribution tel qu'on le connaît aujourd'hui, on sait très bien que les courants de court-circuit vont être très élevés, donc les courbes de déclenchement des disjoncteurs sont calées sur ces courants-là. Généralement, c'est quelques milliers d'ampères en fonction de la distance que l'on a au transformateur de distribution. Et en fait, aujourd'hui, on voit que si on alimente le réseau interne au bâtiment avec des interfaces à convertisseurs statiques, eh bien, le courant il va être limité par la puissance qui est capable de délivrer le convertisseur statique. Donc ça impose en fait de revoir finalement comment on gère les défauts. Et par exemple, sur un court-circuit, on pourrait se dire, oui, bah, du coup, le courant il va être relativement faible, donc peut-être que c'est pas très risqué. Mais c'est oublier aussi toutes les composantes dynamiques du réseau, et notamment tout ce qui va être filtrage en sortie des convertisseurs, et notamment des condensateurs de filtrage, qui peuvent, en se cumulant, en fait, amener quand même des courants de court-circuit non négligeables en certains points. Et donc, bah, ça, c'est en fait toute la difficulté finalement de définir les schémas de liaison à la Terre, comment on va protéger le réseau. Est-ce que les protections vont se faire toujours de manière classique avec un tableau tel qu'on le connaît aujourd'hui et des disjoncteurs, mais qui seront adaptés finalement à ces nouveaux courants-là? Ou est-ce qu'on va avoir aussi des protections qui seront embarquées dans les convertisseurs, puisque ce sont eux qui fournissent l'énergie? Est-ce que ça implique aussi des designs particuliers sur les filtres des convertisseurs ou sur les convertisseurs eux-mêmes? Parce que l'idée, c'est que si on a un court-circuit sur le réseau, on ne voudrait pas griller en fait tous les étages de sortie des convertisseurs, parce que là, on serait perdant, on ne pourrait pas relancer l'installation. Donc en fait, on voit très vite beaucoup de problématiques qui apparaissent. Et donc, nous, l'idée, là, c'est vraiment qu'on se mette dans ce sujet-là. Alors, bien sûr, toujours d'un point de vue recherche, hein, on va devoir avancer progressivement. Et donc, on a défini là une méthodologie qu'on souhaiterait mettre en œuvre. Donc, ces travaux-là vont démarrer dans le cadre d'un projet de Carnot là, pour 2 ans, à partir du début d'année. Et donc, on aura une personne à temps plein qui travaillera sur ce sujet-là. Et la méthode qu'on envisage, c'est de dire, déjà, on va identifier quels sont les défauts qu'on souhaite traiter. Et du coup, on voit les défauts classiques, hein, les courts-circuits, les surcharges, les surtensions. Mais on voit aussi, forcément, quand on parle de réseau à courant continu, mais ça devient aussi efficace, notamment sur les réseaux AC, des arcs électriques. Et donc, comment les détecter sur ces réseaux-là et comment les couper. Ensuite, le challenge là, sur ce travail-là, c'est de pouvoir disposer de modèles de l'ensemble des équipements du réseau qui permettent finalement de restituer le comportement dynamique du réseau en situation de défaut. Et donc là, après, une fois qu'on a les modèles unitaires pour, par exemple, les convertisseurs statiques, les câbles, etc., de travailler sur différentes architectures qu'on aurait pu nous retenir, ou même des architectures qui peuvent apparaître aujourd'hui dans des applicatifs particulières pour des partenaires qui nous proposeraient finalement d'étudier certains cas, et de regarder un petit peu quels sont les courants de défaut, quelles sont les situations de défaut, comment les courants vont transiter et évoluer, et puis nous, notre objectif derrière, c'est de travailler sur la détection des défauts. Donc du coup, on souhaiterait développer des modèles qui sont très fidèles finalement au comportement réel, donc on va forcément itérer entre de la modélisation et de l'expérimentation pour pouvoir valider nos modèles. Alors, les signatures de défaut aujourd'hui, elles sont importantes pour nous dans le sens où il faut qu'on puisse identifier les dynamiques, qu'on puisse développer des systèmes de détection qui soient le plus fiables possible et qui permettent de répondre rapidement et efficacement aux défauts. Et puis après, des stratégies aussi de gestion de défauts derrière en fonction des architectures et puis en fonction des convertisseurs. Et de pouvoir aussi, comme j'évoquais un petit peu avant, de pouvoir aussi préconiser peut-être des designs de convertisseurs qui soient adaptés à finalement tolérer ces défauts-là sans se dégrader, quoi. Pour laisser le temps au système de protection de détecter et couper.
Donc là, on est sur une structure assez classique et du coup, on fera les simulations. Ça sera en parallèle avec de l'expérimentation sur nos plateformes. Et puis derrière, on aimerait développer ces algorithmes et pouvoir tester aussi des dispositifs de détection qu'on pourrait développer. Donc là, pareil, on est sur un TRL qui est relativement bas, avec bien sûr l'objectif qu'on puisse disposer des premiers algorithmes d'ici 1 an et demi, à peu près. Voilà. Voilà pour les défauts. Allô? Oui? C'est bon? Vous m'entendez? Oui, très bien. Merci beaucoup. Oui, Parfait. Juste un rappel, s'il y a des questions, vous pouvez les stocker soit dans le chat conversation, soit les garder pour la fin, où on aura une session de questions-réponses. Voilà, j'en ai bientôt terminé. Donc là, je vais vous parler rapidement de la plateforme qu'on est en train de mettre en place sur notre site à côté de Chambéry. Donc en fait, je sais pas, il y a peut-être quelques personnes qui connaissent un petit peu notre site. En fait, on dispose d'une plateforme avec des maisons qui sont dédiées à l'étude en fait des applications d'habitat, que ce soit pour le confort dans l'habitat, les matériaux de construction, mais la gestion d'énergie, les systèmes de production de chaleur, les systèmes de ventilation, la qualité de l'air. Et maintenant, puisque c'est une activité qui est nouvelle chez nous là, depuis 1 an et demi, aussi les réseaux dans les bâtiments. Et donc là, on est en train de faire migrer une des maisons vers justement une plateforme expérimentale qui va nous permettre en fait de tester différents types de dispositifs. Donc soit de tester des produits de nos partenaires directement, donc ça peut être des bornes de recharge, des convertisseurs statiques, des systèmes de gestion d'énergie, soit nous de tester des configurations qui sortent de nos travaux de recherche, que ce soit en courant continu ou en alternatif. Donc en fait, la maison en elle-même, elle est alimentée par du triphasé, du monophasé ou du courant continu qui vient en fait d'autres plateformes. Donc on a une capacité de l'interconnecter avec un réseau courant continu qui est sur notre site et qui peut gérer des systèmes de stockage ou des systèmes photovoltaïques. Et puis ensuite, on a prévu aussi une interface avec des bandes de recharge. Donc aujourd'hui, les bandes de recharge, elles ne sont pas forcément fournies, mais elles peuvent être testées aussi, que ce soit en triphasé, en monophasé ou en courant continu aussi. Et puis derrière, on a la capacité, alors forcément il y a du photovoltaïque aussi, et on a la capacité derrière d'avoir l'ensemble du réseau de distribution de la maison qu'on peut recabler à notre besoin, avec l'intégration de convertisseurs statiques, de charge, aux endroits où on souhaite. En fait, tout le réseau est apparent et on peut câbler en fonction des essais qu'on fait. Donc voilà, on a envisagé aussi là pour les essais pour la thèse de modifier certains types d'équipements pour passer en courant continu. Donc typiquement là on a des équipements électroménagers qu'on est en train de regarder pour passer en courant continu. On va faire développer aussi des convertisseurs statiques qui vont nous permettre de gérer des bus courant continu avec des tensions variables pour faire finalement des différentes configurations réseau. Et ces convertisseurs aussi de travailler sur des architectures qui soient les plus efficientes possibles et qui sont susceptibles d'être après utilisées au niveau commercial. Voilà, et puis forcément des interfaces aussi avec des batteries ou du véhicule électrique en véhicule to home. On envisage aussi, puisqu'on a des laboratoires au CEA qui développent des électrolyseurs et des piles à combustible hydrogène, de mettre des équipements de ce type-là. Voilà, donc juste pour résumer en fait ce que j'ai évoqué, donc on a en gros 3 axes qui vont nous permettre d'avancer sur cette thématique. Alors c'est vrai que là j'ai pas livré de résultats parce que l'idée c'était vraiment de vous présenter un peu notre stratégie sur ces sujets-là et les axes de recherche qu'on est en train de développer. Les premiers résultats, on devrait en avoir, comme je vous le disais, en début d'année, en tout cas au premier trimestre ou semestre là, de 2023, notamment sur l'intercomparaison d'architecture courant continu, courant alternatif pour des applications bâtimentaires. Donc là, c'est dans le cadre des travaux d'optimisation des réseaux de distribution qui sont menés par Colette Garon. Ensuite, on travaillera là sur tout le premier semestre, je dirais jusqu'à la fin de l'été, sur les EMS bâtiments. Donc là, on a une personne qui va travailler sur ce sujet-là pour 6 mois, un peu plus de 6 mois.
et qui nous permettra justement de commencer à vraiment définir les contours de ce que devront être les EMS, quelles sont les contraintes, de tester des premiers types d'EMS en simulation, et de regarder aussi les contraintes d'usage et de définir les besoins en usage. Et puis la détection des défauts sur les réseaux alimentés par des convertisseurs statiques, donc là qui est un axe aussi majeur là, pour nous, qui en fait, ce travail va démarrer en début d'année, là au premier trimestre, pour une durée de 2 ans. Donc là, pareil, c'est un travail qui est institutionnel et sur lequel on communiquera, je pense, assez régulièrement. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention. Et puis maintenant, je pense qu'on peut passer aux questions, si vous êtes d'accord. Merci Nicolas. En fait, on a déjà des premières questions. Je propose de lire la première de Jean-François Rey, en fait, qui intéresse la gestion des défauts. Avec la précision suivante, il faut aussi considérer les risques des chocs électriques, protection des personnes. Donc, est-ce que ça, c'est pris en compte? Oui, alors du coup, c'est vrai que je l'ai brièvement évoqué, hein, j'ai plutôt évoqué les autres types de défauts. Je l'ai évoqué rapidement dans la prise en compte des schémas de liaison à la Terre, où là, effectivement, il y a une réflexion à mener sur ça. Et donc, quels sont, dans le cadre de la protection des personnes, les schémas de liaison à la Terre les plus adaptés sur des systèmes alimentés par des convertisseurs statiques. Et donc, là, effectivement, c'est un travail qu'on souhaiterait intégrer dans cette partie-là. Ouais. Alors, j'espère qu'on arrivera à tout faire, parce qu'on voit que le sujet est quand même très vaste et avec une ambition assez importante. Donc, j'espère qu'on arrivera à le faire. Ça peut être aussi intéressant, effectivement, peut-être qu'on split ce travail-là en deux, et puis peut-être prendre le temps de développer la partie protection des personnes et protection contre les chocs électriques de manière plus autonome, quoi, effectivement. Je vois des mains se lever. Je propose de finir avec les 2 autres questions écrites. Donc, une question de Marc Hefter. Quels avantages voyez-vous à passer d'une distribution 230 volts AC vers du 230 volts DC, et aussi des inconvénients? Alors, comme je disais, aujourd'hui, on a simplement fait beaucoup de littérature, on a beaucoup regardé la littérature sur ces domaines-là, et en fait, on a vu qu'aujourd'hui, typiquement ce cas-là, hein, de changer simplement de passer de AC à DC sans forcément trop changer les niveaux de tension, on a des gains en rendement sur l'ensemble de l'installation liés finalement à la simplification des convertisseurs statiques, ou du nombre de convertisseurs statiques, de l'ordre de 5%. Donc ça, en fait, c'est quelque chose forcément qu'on souhaitait investiguer. C'est vrai qu'on va peut-être aussi au-delà de juste des performances, puisque bien sûr, dans un travail de recherche, on a besoin aussi d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on connaît habituellement. Et donc, c'est vrai que pour nous aussi, l'approche un peu nouvelle de cette optimisation, elle repose aussi sur le bilan matière et puis sur le bilan carbone de l'installation, pour réduire finalement l'impact de l'installation sur l'environnement. Et donc là-dessus, en fait, on avait déjà fait des travaux de thèse c'était Cédric Jaouen, et ça remonte maintenant, je crois, aux années 2010, qui avait montré effectivement que dans une approche ACV d'une installation, entre une installation AC et une installation DC, on avait un gain significatif en termes de bilan carbone sur une installation DC, puisqu'en fait les convertisseurs statiques sont plus simples à réaliser, avec moins finalement de composants électroniques. Donc ça, c'est un des avantages qu'on voit. L'inconvénient, je dirais que, mais ça on le connaît tous, c'est qu'une installation DC aujourd'hui s'utilise pas forcément de la même manière qu'une installation AC, et je pense notamment à la déconnexion en charge de certaines sources sur des prises, la problématique des arcs électriques. Mais je pense qu'avec l'intégration de l'électronique petit à petit dans les équipements de protection, on pourrait arriver justement à réduire un peu ces risques-là. Voilà. Okay. Donc, question de Gilles Guillon. Quelle sera la tension de référence DC, entre parenthèses 400 DC, 800 DC, ou moins, ou plusieurs?
Alors ça, c'est vraiment, c'est une très bonne question. On a commencé à regarder tout ça déjà dans la littérature pour voir un petit peu quels sont les retours sur ces niveaux de tension-là. Il n'y a pas vraiment de consensus sur ce sujet-là. On voit, c'est vrai, souvent le 400 DC sortir. Aujourd'hui, clairement, c'est vraiment un des résultats qu'on espère avoir dans le travail d'optimisation. Quels sont justement les niveaux de tension les plus adaptés dans les applications qu'on envisage de regarder. Donc je ne peux pas répondre à cette question puisque ça fait partie du travail de recherche qu'on mène et ça sera en fait forcément un des résultats importants de ce travail-là. Ce que je peux dire, c'est simplement ce que nous dit la littérature, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de consensus et pourtant, il y a eu quand même pas mal d'expérimentations de menées. Alors, c'est vrai que nous, ce qui nous a aussi poussé à lancer ces travaux, c'est que dans la partie recherche, il y a quand même peu d'activités de recherche qui travaillent sur le réseau de distribution basse tension dans les bâtiments. On a vu beaucoup de choses courant continu sur la distribution électrique, sur la moyenne tension notamment, ou voire de la haute tension. Mais dans les réseaux bâtimentaires, on a quand même peu de choses, peu de références de recherche, alors que les choses évoluent très vite dans le contexte actuel de l'énergie. Et donc, c'est quelque chose qu'on finalement, c'est pour ça qu'on a peu de réponses en fait dans les applications bâtimentaires sur l'intérêt ou non de l'AC. Et donc, on s'est dit, il faut versus le DC, donc il faut qu'on l'investigue. Voilà. Et, avant de continuer au reste des questions écrites, Rodolphe, tu lèves la main. Oui, mais je ferai des closing remarks. Bon. Vas-y, on peut continuer de poser les questions écrites et puis j'aurai quelques remarques de moins techno à la fin. D'accord. Donc, une autre question de Marc Elter. Vous parliez de semi-conducteurs pour les disjoncteurs avec des pertes intéressantes. Quel est le niveau de ces pertes intéressantes? Alors, je ne pourrais pas donner de valeur, parce que ça dépend beaucoup des calibres, ça dépend de l'architecture du disjoncteur statique. Toujours est-il que, en fait, aujourd'hui, sur des composants carbure de silicium, on a des résistances à l'état passant qui sont nettement inférieures à ce qu'on connaît en silicium. Et a fortiori, en fait, dans les calibres en tension qui nous intéressent et puis dans les niveaux de courant qu'on va regarder. Je voudrais pas donner de valeur parce que très, très clairement, j'ai pas regardé les calculs qu'on avait fait sur ces sujets-là. Par contre, je serais disposé à en discuter si vous voulez. Vous pouvez me recontacter. Là, vous avez mon adresse mail à l'écran. Et là, je pourrais regarder en détail ce point-là. Nouvelle question de Jean-François Arrey. Vous avez dit que les courants de court-circuit sont faibles en aval d'un convertisseur. Donc, c'est d'accord. Cependant, en amont du convertisseur, le courant de court-circuit peut être très élevé. Question, ne faut-il pas prendre en compte le cas de mise en court-circuit des composants de puissance? Oui, alors c'est une très bonne question. Alors, ça dépend de quel convertisseur on parle. Si on parle du convertisseur pour le photovoltaïque, par exemple, eh bien, l'amont du convertisseur, c'est l'installation photovoltaïque. Donc là, on sait que c'est assez limité en termes de courant de court-circuit. Si on regarde le convertisseur batterie, l'amont du convertisseur, c'est la batterie. Et là, le courant de court-circuit peut être nettement plus élevé, effectivement. Et donc là, on garde des protections, je dirais, du style... je parle bien sûr, c'est mon avis. On peut garder des protections du style fusible ou disjoncteur, telles qu'elles sont faites déjà aujourd'hui. Et si le convertisseur, son interface, c'est le réseau, pareil, il faudra qu'il soit protégé en amont par des dispositifs classiques de type disjoncteur. Ça, bien sûr, il faut conserver ce niveau de protection-là. Et c'est une très bonne remarque, puisque effectivement, le mode de défaillance des convertisseurs statiques peut être aussi le court-circuit sur les composants de puissance. Question de Philippe Huette, comment diminuer l'effet Joule sur les lignes de transport d'électricité Enedis en courant continu? Alors, clairement, ce n'est pas le sujet de recherche chez nous. C'est-à-dire que là, on sort du bâtiment et donc c'est pas ce qu'on va regarder nous, mais on va le regarder nous au niveau des lignes dans le bâtiment, quoi. Donc ça, c'est
c'est effectivement quelque chose qu'on va regarder. Je dirais là, c'est un optimal, mais c'est un calcul qu'on fait déjà pour le courant alternatif. C'est un optimal entre le niveau de tension et les sections de cuivre en fonction des puissances utilisées, quoi. Donc, je les évoquais un petit peu tout à l'heure dans le sens où je disais peut-être faire un compromis entre la quantité de cuivre et puis le taux d'usage de la ligne, quoi. Notamment les puissances moyennes qu'on va tirer, et puis de tolérer sur des puissances, des pics de puissance, de tolérer d'avoir un échauffement peut-être un peu plus important, mais de manière transitoire. Mais par contre, en moyenne, en fait, la quantité de cuivre est optimisée pour un usage moyen. Donc ça, c'est aussi toute la réflexion qu'on souhaiterait mener dans le cadre de l'optimisation. Question d'Olivier Doyen. Donc, les pertes en ligne semblent défavorables lorsque l'on compare un réseau passif et un réseau utilisant des composants électroniques sur le plan de l'efficacité énergétique et peut-être sur le plan de l'indépendance technologique de la France. Quelle est votre vision sur ces sujets? Alors, oui, c'est intéressant comme question. Alors là, je vais vous présenter effectivement une vision qui est la mienne. C'est la France aujourd'hui, on produit quand même et on est en train de se structurer pour produire des composants semi-conducteurs. On voit que par exemple SCT ou Soitec sont en train de se structurer pour faire du carbure de silicium. Soitec est en train de monter une usine à côté de Grenoble sur cette thématique-là. Alors, faut pas se mentir, hein, c'est drivé par le véhicule. Hein. Donc voilà, le bâtiment, aujourd'hui, le marché n'existe pas. Faut être clair, hein, on est vraiment sur des domaines où on imagine que le marché va se développer, on voit l'intérêt d'un point de vue aujourd'hui technique et technologique, mais le business n'est pas encore là. Donc aujourd'hui, on ne peut pas demander aux fondeurs français de développer des lignes avec des calibres et des semi-conducteurs qui sont dédiés à ces marchés-là. Alors, il y a des marchés qui pourraient tirer assez facilement ces semi-conducteurs. Moi, je pense beaucoup au marché du disjoncteur statique, qui nous permettrait déjà d'acquérir une avance technologique importante. On a tous les savoir-faire en France pour ça, à travers nos laboratoires de recherche, et je pense en particulier au LETI, qui est à la pointe au niveau mondial sur les semi-conducteurs. Et donc, notre capacité à savoir développer des semi-conducteurs qui sont dédiés à des applications particulières. Et typiquement, ce qu'on voyait ces dernières décennies, c'est que les fondeurs fournissaient des semi-conducteurs sur catalogue, mais qui n'étaient pas forcément adaptés à certaines applications. Et après, chacun se piochait dans le catalogue pour trouver celui qui est le plus adapté. On voit que ça évolue un peu. Les fondeurs commencent à développer des équipes applicatives pour comprendre quels sont les besoins de leurs usagers et de leurs clients, et quelles sont les contraintes du coup que l'usage dans le convertisseur vont appliquer à leur semi-conducteur. Et je pense à ça sur les disjoncteurs statiques parce que le volume de marché potentiel des disjoncteurs statiques est très important et que ça peut vite intéresser les fondeurs de développer des composants semi-conducteurs qui sont adaptés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait commencé à regarder nous au CEA avec les équipes du LETI quand on a travaillé sur la disjonction statique, de travailler sur justement quels sont les profils d'usage des semi-conducteurs et de pouvoir développer finalement des gammes de semi-conducteurs dédiées à ça. Et moi, je suis persuadé qu'en tout cas, dans cet applicatif-là du disjoncteur statique, ça restera quelque chose qui peut rester en production locale et en production française, parce qu'on a la chance d'avoir des fondeurs qui sont puissants, on a la chance d'avoir une R&D qui est très puissante, une recherche fondamentale qui est très puissante, et donc je pense que, clairement, hein, c'est mon opinion, il y a un créneau à prendre sur cette expertise-là, on n'est pas en retard, et donc on pourrait développer des gammes spécifiques. Donc voilà, après, sur le reste, sur les convertisseurs, on a de très belles sociétés qui sont capables de faire de très belles choses. Malheureusement, aujourd'hui, si je prends le cas des convertisseurs, typiquement pour le photovoltaïque, on est plutôt sur des sociétés autrichiennes, allemandes, voire chinoises, qui n'ont de marché, qui ont des convertisseurs de qualité, qui sont connus dans le domaine. Mais aujourd'hui, effectivement, on a peu de produits français sur le marché, ou alors c'est assez marginal. Donc là, pareil, hein, c'est un marché qui est difficile à intégrer. Alors la raison, elle est simple, hein, c'est que aujourd'hui, comment faire sa place sur le marché du convertisseur statique pour le photovoltaïque, alors qu'on a déjà des acteurs qui sont très très bien implantés, avec des technologies qui sont très bonnes.
On ne peut pas arriver en disant je gagne 0,5 points de rendement, c'est pas ça qui va faire qu'on va rentrer sur le marché. Par contre, on peut arriver en fournissant des convertisseurs pour une intégration plus facile dans le bâtiment avec des nouvelles fonctions. Et je pense qu'il y a beaucoup de startups qui se développent autour de ça. On appelle ça des hubs énergétiques. Je pense à la société Decibel, par exemple, société canadienne là, qui est en train de s'implanter en Europe et qui elle, développe ce type de convertisseur. Et je pense qu'il est intéressant de regarder une arrivée sur le marché à travers ce type de convertisseur-là. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est globalement ce que je pouvais apporter. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, je vais poser la prochaine question, qui est une question de Laurent Millière, qui, globalement, pour sa société, alors lui, c'est Mersenne, mais pose une question que je voulais poser d'une manière générale, c'est pour des entreprises qui ont de l'intérêt pour les travaux de recherche que tu mènes et qui éventuellement pourraient apporter des contributions physiques ou voilà, ou en termes de connaissances. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la façon dont on pourrait interagir avec toi, comment te contacter, quels pourraient être les modes de collaboration possibles, ce qui vous intéresse aujourd'hui à ce stade et voilà, le modèle de collaboration avec le CEA? Oui, alors je pense qu'on connaît déjà on a pas mal des entreprises qui participent là aujourd'hui, qui sont déjà nos partenaires depuis de nombreuses années. Donc aujourd'hui, déjà, vous avez vu mes coordonnées là. Vous pouvez me joindre directement par email et puis on pourra évoquer effectivement les possibilités. On peut prévoir aussi de se rencontrer pour qu'on puisse vous présenter vraiment plus en détail les travaux. Nous, aujourd'hui, on est dans une démarche où ces travaux-là sont cofinancés par l'ADEME ou par l'Institut Carnot. Donc, on est sur une démarche qui est assez ouverte. On n'a pas aujourd'hui de partenaire industriel qui finalement nous finance. On avait dit assez tôt sur ces domaines-là à certains de nos partenaires qu'on communiquerait avec eux assez rapidement sur les résultats. Et après, voilà, les modes de fonctionnement, c'est on peut aller chercher des financements, que ce soit sur des projets collaboratifs ou après, on peut aussi travailler directement avec nos partenaires sur des sujets de ce type-là pour amener justement des réponses bien précises sur des sujets bien particuliers. Le mode de collaboration, je dirais, il y en a tellement que finalement, ce serait peut-être un peu difficile de décrire. Ce qu'on a l'habitude de faire aussi, ce sont des accords dédiés à certains sujets de recherche avec des partenaires, donc ce qu'on appelle nous des accords cadres. Et donc on a ce type de contrat et on travaille, voilà, on est dédié en fait, on dédie des sujets avec certains de nos partenaires pour avancer justement en lien avec eux, leurs avancées dans leurs travaux de recherche interne et apporter, nous, le complément, en fait, puisqu'on n'est pas là pour concurrencer la R&D interne, on est là pour amener un plus, en fait, amener des connaissances ou des compétences que nos partenaires n'auront pas forcément. Moi, je pense à un sujet que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, là, c'est le lien entre les composants électroniques de puissance, l'électronique de puissance et l'usage. Où là, on est clairement très très bien positionné au niveau du CEA là-dessus. Et puis nous, après, sur la partie modélisation, ce qu'on est en train de faire, effectivement. Donc, voilà. C'est difficile de répondre sur les schémas de collaboration. Je pense que je préfère que les gens me contactent directement pour qu'on puisse échanger déjà sur ce qu'ils souhaitent connaître, quels sont leurs besoins et comment on peut avancer ensemble là-dessus, quoi. Ok, très bien. Bah, écoute, le mode d'emploi est sur la table. Voilà. Parfait. Philippe, je te laisse poser les Ok, pas de souci. J'ai des questions à la fin. Moi. D'accord. Question d'Alexandre Yacoub. Voyez-vous un intérêt à ce que les bornes de recharge de véhicules électriques au niveau des bâtiments soient alimentées directement en DC par rapport à une alimentation en AC? Et pour les bornes en DC, y a-t-il un consensus de niveau de tension de référence? Alors aujourd'hui, l'intérêt, c'est, je dirais, la puissance qu'on peut passer, puisque quand on se connecte en courant continu sur les bornes, typiquement comme les bornes de recharge rapide sur les véhicules électriques, on est quasiment directement aux bornes de la batterie, en fait.
Donc on a la capacité de passer beaucoup de puissance. L'intérêt aussi, c'est qu'on chinte en fait le redresseur qui est dans le véhicule et qui sert en fait quand on vient connecter le véhicule soit en triphasé, soit en monophasé pour sa recharge. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit aussi de la part de certains acteurs, c'est qu'ils se branchent directement sur la partie DC. Le constructeur en fait autorise simplement, sans modification hardware, parce qu'en fait, ce que ça implique un bidirectionnel, c'est que sur le chargeur qui est embarqué, il faudrait qu'il soit bidirectionnel. Et lui, il n'est pas forcément bidirectionnel aujourd'hui sur les véhicules qui sont sur le marché. Et donc la seule parade, c'est de l'alimenter en courant continu sur les bornes de charge rapide, enfin sur les broches de charge rapide du véhicule, et qui nous donne accès directement à la batterie, et là où on peut la charger et la décharger, moyennant en fait l'autorisation en fait du constructeur, puisqu'il faut quand même, il y a quand même un switch qui protège entre les deux, et donc il faut qu'il autorise en fait ce type de schéma. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'aujourd'hui, les constructeurs, ça leur pose un problème, ce type d'usage, dans le sens où ils ont une garantie batterie qui est liée à l'usage, au profil d'usage de la batterie pour la mobilité. Et s'ils ouvrent aujourd'hui ces bornes-là pour un usage de stockage en fait dans l'habitat, on va changer en fait le profil d'usage de la batterie, et ils sont plus à même de pouvoir bien garantir la durée de vie de la batterie. Donc ce qu'on commence à voir aujourd'hui, c'est que les constructeurs donnent des contrats d'usage qui sont liés à des durées d'usage ou à des quantités d'énergie par an. C'est-à-dire que je sais pas, on pourrait, j'ai pas de chiffre en tête, mais dire, bah voilà, la ponction de 100 kWh en usage bidirectionnel sur la batterie sur l'année, quoi. Et en fait, on a ce type-là de choses qui commencent à apparaître, ou autrement, ce sont juste des niveaux de capacité, c'est-à-dire que le constructeur bride, par exemple, à 10 ou 15% de la capacité batterie, l'usage en bidirectionnel. Donc ça, c'est une façon aussi de limiter l'impact sur le vieillissement de la batterie. Et donc l'intérêt, c'est que le courant continu, là, dans ce cas-là, nous donne accès directement aux bornes de la batterie. Si en plus, on a un réseau courant continu dans le bâtiment qu'on peut interfacer directement avec la batterie, on gagne aussi des convertisseurs statiques. Et donc le niveau de tension, par contre, là, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que ça serait du 400 volts. Ça, je ne suis pas sûr. Et donc la question suivante de Laurent Billard, je pense qu'elle était intégrée dans la réponse, enfin dans les explications données par Rodolphe tout à l'heure. Donc j'aborde la question de Jean-Marc Poinsignon. Selon des possibilités d'architecture de distribution, y a-t-il des impacts sur la continuité de service électrique des réseaux pour l'usager? Quelle durée de vie? Y a-t-il nécessité de maintenance supplémentaire? Oui, alors en fait, oui, c'est typiquement quand je parlais de résilience du réseau, là, ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable, quand on a ce nouveau type de réseau, eh bien, de maintenir en fait l'alimentation de l'usager aussi bien que c'est le cas aujourd'hui. On ne doit pas dégrader en fait la qualité de service au niveau de l'usage. Donc ça fait partie un peu de tout le challenge qu'on a là sur la gestion des défauts, hein, parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a un réseau qui sera alimenté par des convertisseurs multiples. Si on a un défaut, quel que soit le point, enfin l'endroit auquel il apparaît, il faut qu'on puisse maintenir l'énergie dans le reste du réseau. Donc ça, c'est effectivement un sujet important, sur lequel aujourd'hui on n'a pas la réponse, hein, clairement, puisqu'on n'a pas encore développé les modèles. Mais c'est un sujet qu'on a en tête, effectivement. Alors, la durée de vie. C'est vrai, quand on parle d'électronique, on se dit, bon, on a des disjoncteurs aujourd'hui qui durent des dizaines d'années, sur lesquels on n'a pas de maintenance à faire. Et normalement, on doit le tester tous les ans, hein, quand même, le disjoncteur différentiel. Mais bon, finalement, dans la pratique, on se rend compte qu'il y a quand même peu de gens qui le font. Mais en fait, alors, sauf bien sûr dans certains types de bâtiments, hein. Là, je parle principalement dans l'habitat individuel ou l'habitat collectif. Et en fait, ça, c'est une vraie question, la fiabilité, d'où l'intérêt de développer des produits avec des composants d'électronique de puissance qui sont adaptés à l'usage. Parce qu'en fait, on doit maîtriser cette fiabilité et on doit être capable de dire, eh ben, le
composant, aujourd'hui, il va tenir 20 ans et il va pouvoir tolérer des coupures régulières, ou tolérer un nombre de coupures données. Après, ça dépend aussi des business models qu'on pourra évoquer, qu'on pourra développer. Est-ce qu'aujourd'hui, si on parle de EMS, est-ce qu'aujourd'hui, de dire on intègre de l'électronique dans le bâtiment avec un EMS qui gère l'ensemble, c'est un service? Et du coup, ce service-là fait que du coup, on a quelqu'un qui va suivre ce service et fournir peut-être les équipements, les maintenir. Donc ça, c'est aussi une approche qui peut être évoquée. C'est-à-dire qu'on ne fait plus simplement de la vente d'équipements, mais on fournit un service qui permet à l'usager d'avoir finalement son énergie la plus efficiente possible. Sachant qu'il faut aussi pas que ce service grève en fait l'intérêt économique d'avoir ce type de dispositif, quoi. Voilà. Maintenance supplémentaire, je dirais que non, en fait, il n'y a pas forcément une maintenance supplémentaire à apporter. Un convertisseur statique, c'est quelque chose qui est finalement actif sur le plan de l'énergie, des capacités qu'on peut lui donner sur le plan de l'usage, mais qui est passif d'un point de vue finalement entretien, quoi. Je propose de revenir tout à l'heure sur la question de Jean-François Harry sur le partage de la présentation. Donc, question de Philippe Huette, l'intégration de tous ces redresseurs ou convertisseurs ne risque-t-elle pas de polluer le réseau et d'augmenter la facture énergétique? Alors, effectivement, alors de polluer le réseau, je dirais j'imagine c'est côté Enedis, hein. Oui, mais aujourd'hui, en fait, on a déjà ce problème-là. C'est-à-dire qu'on a déjà tellement d'équipements électroniques dans les usages terminaux qu'on a déjà en fait beaucoup de convertisseurs statiques sur les réseaux. Moi, je vois plutôt un intérêt, je dirais que si on a un seul convertisseur qui fait l'interface avec le réseau, qui est normalisé et dont on sait quelles sont les enveloppes d'harmonique qu'il est autorisé à renvoyer sur le réseau, c'est plutôt intéressant puisqu'on s'affranchit de tous les petits convertisseurs qui renvoient aujourd'hui tout ce qu'ils veulent, alors pas tout ce qu'ils veulent, hein, bien sûr c'est normé, mais c'est pas forcément toujours très très propre sur le réseau à partir même d'une prise, quoi. Donc en fait, moi j'aurais tendance à dire que c'est plutôt favorable et a fortiori dans le cas de toute façon où on a un développement important du nombre de convertisseurs sur le réseau, quoi. Donc je pense que d'avoir une seule interface avec le réseau qui est bien maîtrisée permettra d'être plus qualitatif d'un point de vue de l'énergie qui est consommée, puis des renvois de perturbations sur le réseau. Alors après, d'augmenter la facture énergétique, et ben là non, je dirais que c'est tout le challenge justement de l'optimisation, c'est de dire on veut un système qui soit plus efficient. Donc on gagne des points de rendement et on gagne aussi en coût d'investissement. De toute façon, vu la tendance aujourd'hui d'augmentation du coût du kilowattheure sur le réseau, les systèmes de production d'énergie dans les bâtiments sont forcément pertinents et vont être forcément de plus en plus développés, quoi, pour réduire justement cette facture. Et donc, une question de Michel Baumer. Quid de la normalisation sur la distribution courant des ECC, Courant continu. C'est DC, non? Oui, c'est DC, mais c'est courant continu en français. En BT dans le bâtiment. Excusez-moi. Oui, alors là, clairement, on n'en est pas du tout là pour ces travaux-là. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une normalisation ou d'une norme si on ne sait pas quels sont les niveaux de tension qu'on va devoir adopter, quels sont les schémas de protection qu'on va devoir adopter. Donc en fait, pour nous, c'est presque un travail pré-normatif, quoi. On va aller chercher où sont les problématiques, essayer d'y répondre du mieux possible, pour pouvoir ensuite définir justement quels sont les critères de normalisation produit, de normalisation d'installation qu'on va pouvoir mettre en place. Aujourd'hui, si on fait du réseau courant continu, mais qu'on ne sait pas comment le protéger, on peut rien faire, quoi. En fait, on est vraiment sur de l'installation expérimentale. Donc l'idée aussi de ces travaux-là, c'est de pouvoir aider la normalisation, quoi. Clairement. Aider le développement produit, mais aider aussi la normalisation.
L'idée est-elle de supprimer tous les convertisseurs dans les appareils et une remise en cause de la fabrication des appareils électroménagers? Alors, pas forcément. De toute façon, les appareils électroménagers, ils auront toujours un contrôle final en fait, au niveau de l'usage. Hein. Je prends l'exemple d'une machine à laver, il y a une résistance de chauffe à réguler, il y a un moteur avec une vitesse variable à réguler, donc là, il y aura toujours un convertisseur embarqué. Sauf qu'avant ces dispositifs-là, on a souvent un étage qui nous permet de redresser avant de réonduler, par exemple. Et du coup, notamment sur les moteurs. Et du coup, en fait, on supprimerait ce premier étage puisqu'on arriverait directement en alimentation de courant continu, qui a le mérite finalement d'être, si on refait du DC-DC, on a un convertisseur qui est beaucoup plus efficient, beaucoup plus simple. Et si on refait du DC-AC pour pouvoir alimenter par exemple un moteur, on supprime un étage en fait, on supprime le AC-DC qui est avant. Donc on a forcément un gain. Mais ça ne change pas fondamentalement en fait, l'usage de l'électroménager. On aura toujours besoin de reconvertir dans l'électroménager, mais avec des convertisseurs plus simples et plus efficients. Et je prends aussi l'exemple des plaques induction, où en fait on va travailler avec des bobines qu'on alimente en AC. C'est pareil, hein, on a besoin aussi de switcher du DC, de l'AC vers le DC, du DC vers l'AC. Voilà. Donc on supprimerait ce premier étage DC, AC-DC, pardon. Question de Marc After. Est-ce que 5% de gains du DC, à confirmer, valent le coup de passer de AC à DC? Ça, c'est une bonne question. Alors nous, clairement, on est sur du travail de recherche, donc là, je dirais que on ne peut pas répondre aujourd'hui à cette question-là. Nous, ça nous semble intéressant d'investiguer pour voir si déjà ces 5% ils sont réels, mais aussi de regarder quels sont les autres gains en fait, et quelles sont les flexibilités que ça va permettre d'avoir sur l'installation. Donc pour moi, c'est au-delà de simplement la performance. Il va y avoir le coût aussi, il va y avoir la quantité de matières premières, il va y avoir toutes les nouvelles fonctions que ça pourra fournir aussi au réseau. Donc je pense que c'est un ensemble hein, de choses qui vont faire qu'on fera le choix. Et clairement, c'est pas le CEA qui va faire le choix. Hein. Je pense que ce sont typiquement nos partenaires qui feront le choix. Nous, on est là pour amener des éléments de compréhension, des éléments qui nous permettent de faire les choix, justement. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres interrogations. N'hésitez pas à lever la main. On a une question de Loïc Chassignol. Oui, alors, vous l'avez dit, ce sujet est à l'étude depuis des décennies et de nombreux projets en situation réelle ont été construits et exploités depuis les années 2000. Donc, Data Center en Suisse, Université en Hollande, Ferroamp Finlande, CIRCL en Hollande. Quels en sont les principaux apprentissages de votre point de vue? Alors nous, là-dessus, en fait, effectivement, on a vu l'ensemble de ces projets-là. C'est toujours un cas particulier, hein, c'est une expérimentation particulière. C'est toujours difficile, en fait, de statuer parce que sur ces expérimentations-là, on va avoir effectivement peut-être des gains de performance par rapport à une installation classique. Peut-être ces 5%-là hein, qu'on évoquait tout à l'heure. Mais aussi, la difficulté qu'on a, c'est qu'on dans les expérimentations comme ça, on travaille avec du matériel expérimental, puisqu'en fait, on sait très bien que les produits n'existent pas. Donc, d'un point de vue coût, en fait, on est très loin de la réalité. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose, c'est un premier point. Et puis après, on n'a pas forcément une approche dans ces expérimentations d'optimisation globale, quoi, et qui va aussi loin que ce qu'on envisage nous, quoi. En tout cas, dans la biblio, on ne trouve pas de travaux qui vont aussi loin. Et encore une fois, sur la performance, le coût, mais aussi l'impact environnemental de l'installation. Il reste à peu près 10 minutes. Très bien. Moi, je posais une question, le temps qu'éventuellement certains rédigent la leur. C'est plus une question
Nicolas sur la revoyure. C'est-à-dire que, déjà, première question, est-ce qu'on pourra avoir accès à la présentation? Voilà. Et puis ensuite, est-ce que on pourrait avoir le plaisir de reprendre de temps en temps un rendez-vous avec ton équipe pour avoir un peu une synthèse de l'avancement de vos travaux et voir comment ce sujet avance d'un point de vue général au fur et à mesure que vous avez des publications? Oui, alors tout à fait. Alors la présentation, bien sûr, hein, je pourrais vous la partager. Donc là, je repasserai par le Gmelec, hein, pour que vous puissiez la partager aux participants. Mhm. Et puis, oui, avec plaisir de vous présenter l'avancée des travaux. Je pense qu'on pourrait se dire peut-être l'automne prochain, parce qu'on aura beaucoup avancé sur l'ensemble des 3 sujets là. Ça pourrait être intéressant de refaire le point effectivement à l'automne prochain, peut-être juste après la rentrée. Bon. Super, bah, le rendez-vous est pris alors. Très bien, merci. Très bien, en tout cas, merci beaucoup parce que voilà, c'est une présentation qui vraiment aborde, je pense, tous les points les plus critiques et sur lesquels tout le monde se pose plein de questions. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'il n'y a pas de réponse évidente, donc d'où l'intérêt de ces travaux qui vont nous permettre d'y voir un peu plus clair. Et qui sont quand même sur des sujets extrêmement structurants et stratégiques dans le cas où la réponse est positive. Oui. Donc, d'où voilà, l'intérêt majeur, je pense, de toute notre audience et des un peu plus de 50 participants aujourd'hui à ce webinaire. Alors, je ne vois pas d'autres questions, donc ce que je vous propose, c'est de clôturer ce webinaire en remerciant Nicolas Chantreuil et toute son équipe du CEA pour avoir eu la gentillesse de venir partager déjà leurs réflexions et leurs travaux à venir. Donc merci à toi Nicolas. À bientôt donc l'année prochaine pour un update. Et d'ici là, n'hésitez pas à contacter Nicolas. Si vous n'avez pas noté ses coordonnées, vous pouvez toujours revenir vers l'équipe du Gmelec et on sera une joie de vous les renvoyer. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à contacter le CEA pour collaborer sur l'ensemble de ces sujets. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas, et bonne journée à tous. Merci. Bonne fin de semaine. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.